là-dessus. Sur comment faire entrer les femmes, Fatima, vous le disiez, c'est effectivement aux entreprises de se dire qu'elles en ont besoin. Alors elles en ont besoin, vous avez raison, parce que de toute façon, les sociétés qui ont de la diversité, d'ailleurs, là je vous dis, de la diversité d'une façon générale, réussissent mieux, y compris économiquement, pour une raison simple. Quand on a un problème, on est autour d'une table et qu'on est tous les mêmes, on a tous la même solution. Si on est différent, on a des visions différentes et des solutions différentes, et du coup, on peut trouver la meilleure. Donc c'est intéressant, et c'est pour ça que les entreprises ont intérêt à le faire. Ce qu'elles ne font pas toujours, et je vais vous donner un exemple choquant qui date de cette année, et c'est une des personnes que l'on a auditionnée, une très grande femme, on a auditionné, qui m'a raconté l'histoire de sa fille qui sort d'une école d'ingénieur, qui est brillante, vu la mère c'est normal, et deux de ses copains. Ils vont tous les trois postuler dans la même start-up. Ils ressortent tous les trois, ils ont tous les trois été embauchés. C'est même promo, même tout. Les deux personnes sont cadres, la fille n'est pas, et elle a 15% de salaire en moins. Quand elle raconte ça à sa mère, parce que le soir il part avec les copains, elle raconte ça à sa mère lui dit non, mais ça n'a pas marché. Donc tu retournes les voir, la fille, c'est pas tout fait, elle est retournée les voir, elle ressort avec, en étant calme et en ayant le salaire de ses copains. Donc, c'est choquant. Et donc, voilà, il faut oser leur montrer. Moi, je conseillerais à cette fille d'ailleurs de vite les quitter parce qu'ils ne la méritent pas. Mais c'est ce que j'en pense, mais franchement, il faut y aller. Et je voulais juste, effectivement, les femmes dans le numérique et dans l'intelligence artificielle, parce que sinon, c'est programmé par des hommes pour des hommes, et donc évidemment, il n'y a pas de modèle. Il y a encore quelques temps, je pense que maintenant c'est un peu corrigé, parce que ça a été quand même pas mal dénoncé. Si on demandait à l'IA de montrer une femme avec une blouse, un homme avec une blouse, l'homme était chercheur et la femme était femme de ménage. Voilà. Et donc, voilà. Et puis après, oui, les problèmes de vivier. C'est une des raisons, c'est l'avoir les seins en fait. L'avantage d'avancer, c'est que du coup, on rencontre un problème. Parce que, effectivement, comme on manque de femmes ingénieurs, on ne sait pas les faire rentrer dans les comités exécutifs pour en avoir 30 et 40%. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il va falloir plus de femmes ingénieurs, et les entreprises, là, commencent à chercher. Et donc, c'est une bonne chose. En fait, c'est une politique publique qui impose à tout le monde de réfléchir et de mieux s'organiser. Mais ce sera pour le profit de tout le monde, donc on a raison d'y aller. Et je voulais juste donner aussi, puisqu'on disait 67, on va pouvoir ouvrir son propre compte en banque. Première femme à l'Académie française, parce que jamais Marie Curie, jamais Grete Curie n'ont été admis à l'Académie française. Première femme, 1979, c'est hier. C'est hier, 1979, la première femme qui n'est pas à l'Académie française, à l'Académie des sciences. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on vient de loin. On a beaucoup avancé, mais on n'est pas encore arrivé. On va donner la parole à notre marraine. Je vais demander à Madame Bénet. Chère marraine, 9 minutes pour pouvoir échanger avec la salle. Merci. Merci beaucoup. C'est quoi? C'est une étoile. Je sais. D'entrée de jeu, je suis Madame Bénédicte Chateau-Richard. Je suis licenciée en sciences commerciales et administratives. Je suis analyste et programmeur. Je suis formatrice du système douanier informatisé à RDC, Sidonia, à Sikouda. Je suis directeur de finances internes à la Direction générale de douane et Axis. Je suis coach éthique certifié en développement personnel et j'accompagne les monoparentales. Vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi la monoparentalité. C'est justement à cause du leadership. Parce
Parce que quelque part, on a senti que chez moi, en RDC, la femme n'occupait toujours pas la place qu'il fallait. Aujourd'hui, je viens d'apprendre, Madame Christine qui vient de parler de femmes incapables. Madame Fatima vient de dire que l'étude genrée a fait en sorte que la femme, c'est l'impact, mais les hommes, c'est les salaires. Et on vient de nous parler de 3 ingénieurs qui ont débuté les études ensemble. Cela prouve à suffisance la place qu'occupe le leadership féminin dans le monde. Comprenez d'où je viens de l'Afrique, de la République démocratique du Congo. Parler aujourd'hui du leadership féminin comme d'un atout mondial, ce n'est plus une déclaration. C'est vraiment un constat qu'on a tous fait, qu'on a tous vu. Et aujourd'hui, chez moi, parler de leadership féminin, c'est essayer de lever le niveau de la femme. Par contre, par ailleurs, ce n'est plus ça. On parle de l'équité, on parle de l'égalité, mais chez moi, lorsqu'on parle du leadership féminin, c'est comme si on était en train de supplier à essayer de lever le niveau de la femme. Chose qui doit se faire automatiquement et normalement. On a fait le cours d'université. Aujourd'hui, je suis licenciée en sciences commerciales. On a étudié avec eux. Mais est-ce qu'ils ont tous le même niveau que moi? Non. Donc là, ça devient un problème. Alors, mon intervention, c'est surtout autour de 2 axes. Le leadership féminin comme un atout mondial et le leadership féminin en RDC, défi stratégique et levée d'urgence. Avec quelques recommandations, bien sûr, parce que je suis aux côtés d'une subissime spécialiste. En plus, elle a beaucoup parlé de femmes. À l'ère d'aujourd'hui, le monde a dépassé des stades du simple idéal de l'équité pour reconnaître la performance, quantifier du leadership féminin. Les femmes leaders sont reconnues par leur capacité, la façon de gérer les choses, la gestion du risque, leur approche collaborative et leur résilience. Face aux crises stimulantes, ainsi la créativité, l'innovation. Nous l'avons observé pendant la période de la COVID-19. Ce sont les femmes qui étaient au top, ce sont les femmes qui s'étaient levées, c'était les femmes qui s'étaient lancées pour ne pas avoir peur du Covid et se mettre devant pour subvenir aux besoins de femmes. La présence des femmes assure une diversité cognitive indispensable à la prise de décisions complexes aujourd'hui. Elles s'apportent de préoccupations. Aujourd'hui, elles sont dans la santé, l'éducation, la sécurité communautaire. Selon les recherches, sont souvent perçues comme des éthiques transparentes. Elles sont vraiment spécialistes en éthique. Parce que lorsqu'on veut gérer des choses, on passe d'abord à la femme. Lorsqu'on veut bien faire des choses, on pense d'abord à la femme. Je vais passer au défi stratégique en RDC. La République démocratique du Congo, qui ambitionne la stabilité et la prospérité, l'exclusion des femmes de sphères de décision n'est pas un conflit d'injustice. C'est un sabotage stratégique de ce potentiel de reconstruction et de développement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on trouve des femmes capables, mais qui ne sont pas considérées. On trouve des femmes capables, mais qu'on ne voit pas. On va parler aujourd'hui de c'est la première fois qu'on a un Premier ministre femme à la RDC. Après 61 ans d'indépendance, on va retrouver une femme. Et on a aujourd'hui quand même des ministres qui sont passés. Donc nous parlons de la faible représentativité de femmes dans le poste électif, décisionnel. C'est vraiment un grand obstacle. Parce qu'aujourd'hui, si nous voyons chez nous, nous avons, je crois, 12% de femmes parlementaires. Alors, on n'a pas de sénatrices. Est-ce que parce qu'elles doivent travailler? Aujourd'hui, là, si nous mettons la femme congolaise, nous permettons à la femme congolaise d'accéder à un poste de
place est souvent spectaculaire. Parce qu'elle s'écoute en mille morceaux. Pourquoi? Elle travaille 2 fois plus que les hommes. Elle va trouver 3 fois plus. Elle va construire. Elle doit travailler sans relâche. Je peux donner mon exemple avant. Moi, je suis financière. J'arrive au bureau la première et je quitte la dernière. Parce qu'en me mettant à ces postes, on se disait peut-être une femme. Est-ce que ça sera possible? Mais aujourd'hui, je suis là. Parce que je suis une femme. Et je suis la 2e vice-présidente de l'unité genre nationale de la Direction générale de la Assise. Je milite pour la cause de la femme. Je me bats pour que la femme congolaise, douanière, puisse se relever, puisse se dire, aujourd'hui on est, je crois, une 50aine d'hommes de directeurs à la douane, mais on n'a que 7 femmes. Quel pourcentage? C'est scandaleux. Malgré les dispositions constitutionnelles, là, je fais référence aux articles 4, 5, 14 et 15 de notre Constitution, visant à garantir l'égalité. Les chiffres de la participation politique restent alarmants et montrent un manque de volonté politique d'appliquer la loi. J'ai parlé des 12%. Aujourd'hui, nous sommes à 27% au niveau du gouvernement. Il restait 1 minute, madame. Et puis là, je vais aller directement à la recommandation d'abord. Lever les défis stratégiques de leadership féminin en RDC nécessite un engagement politique, financier soutenu, notamment de la part de ses partenaires comme l'Union européenne. La conclusion aujourd'hui, je vais dire, le leadership féminin n'est pas un luxe social, c'est une nécessité stratégique qui concerne l'Europe. Sans la pleine participation de 52% de sa population, la RDC ne réalisera ni sa transition démocratique, ni sa stabilité. Elle ne sera pas le partenaire fiable dont le monde a besoin. Aujourd'hui, le monde reconnaît que la diversité n'est pas un luxe, mais une condition de performance. Levons ensemble ces défis stratégiques, car investir dans la femme congolaise, c'est investir dans l'avenir de la RDC et dans la paix dans la région. Je vous remercie. Bravo. Merci, quel plaidoyer. Merci beaucoup. On va donner la parole à le seul homme qui a accepté de participer à notre conférence. Moi, je vous le dis, j'ai invité beaucoup d'hommes. Ils disent, ah oui, quand si vous me parlez de femmes, des leadership de femmes, je ne vois pas ce que je veux. Alors que nous avons besoin des hommes, de leur avis. Donc, prochainement, monsieur, puisqu'on va initier cette série de conférences sur le leadership et sur les métiers dits d'hommes, j'aimerais que beaucoup d'hommes puissent y prendre part. Donc je compte sur vous, l'année prochaine, la table ronde. On va donner la parole au docteur Deliken. Je demande d'applaudir. Merci. Merci à tous.